Bon, là on est en train de prendre du retard, mais c'est pas grave, on discute. Donc je vous propose qu'on passe la question 1 du dossier 2, parce que finalement c'est les douleurs typiques d'arthrose de hanche. Vous lirez dans le corrigé. La question numéro 2, est-ce que vous voulez qu'on la corrige ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous aviez une magnifique arthrose de hanche droite supéro-externe. Il y avait tout, hein. Il y avait la géode, il y avait l'ostéophyte, il y avait l'ostéocondensation sous-chondrale et il y avait le pincement de l'interligne. L'ostéophyte, elle est... L'ostéophyte, ouais, alors je reprends l'énoncé de base. L'ostéophyte, il est supéro-externe, hein. Il prolonge l'acétabulum. Voilà. Pareil, regardez dans le normal, normalement ça ne prolonge pas l'acétabulum comme ça, hein. La petite pince là, normalement ça va, c'est un ostéophyte. Dans le corrigé, un petit peu d'attention s'il vous plaît. Allez, on se concentre un petit peu. Dans le corrigé, vous avez le schéma légendé, avec les flèches, où est-ce qu'il faut voir les choses. Donc vous les regarderez. D'accord, allez, on va rentrer dans la partie plus du vif du sujet du dossier. Le chirurgien orthopédiste prévoit un traitement chirurgical par PTH droite. Vous la recevez en consultation d'anesthésie, rappelez les modalités réglementaires principales de la consultation d'anesthésie. Je pense que c'est le premier genre de question qu'on peut vous poser. Allez, qui se mouille aux modalités réglementaires? Moi j'ai trouvé 2-3 trucs, mais pas plus, hein. Alors j'ai mis que c'était obligatoire, que ça devait être fait par un médecin thésé pour rédiger le dossier d'anesthésie, que c'était lui qui prescrivait le bilan préopératoire et qu'il avait un rôle crucial d'information du patient. Oui. Et voilà, que c'était surtout pour évaluer le risque opératoire. Bon, bah t'as 7 sur 10. Pas mal. Les points manquants, c'est quoi? C'est que l'anesthésie est encore, à ce jour, mais ça va peut-être pas durer, la seule spécialité en France qui est régie par un décret. C'est-à-dire la loi nous dit comment on doit travailler. Donc ça, c'est une des rares et c'est assez remarquable pour être souligné. Donc le décret du 5 décembre 1994. Et le décret, il dit quoi? Il dit que la consultation d'anesthésie, elle est obligatoire. Tous les patients qui passent au bloc opératoire, quelle que soit l'intervention, ont une consultation d'anesthésie. Tous. Elle dit aussi que, idéalement, et sauf contexte de l'urgence, bien sûr, elle doit se dérouler au moins 48 heures avant l'intervention. Pourquoi? Parce que l'anesthésiste peut avoir besoin justement de faire un bilan préopératoire avec des examens plus ou moins compliqués et qu'il faut avoir le temps de les faire. Que 2, il y a, comme tu dis, une obligation d'information. Alors, dans la vraie vie, on informe pour tout. Mais dans la loi et dans l'idéal, on devrait informer que sur l'anesthésie. Ça sera au chirurgien d'informer sur la chirurgie. Enfin, c'est du vécu tous les jours. Les patients nous demandent « Mais oui, mais alors, et j'aurai un pansement, et j'aurai un machin, et je pourrai manger au bout de combien de temps ?» Bon, bref. Ça, ne vous mouillez pas trop, renvoyez-le vers le chirurgien. Voilà, donc il y a une obligation d'information. Et donc c'est pareil, c'est bien de ne pas informer le patient 2 heures avant l'anesthésie. C'est bien qu'il ait un peu de temps pour réfléchir, éventuellement vous reposer des questions après. Il doit être fait par un médecin anesthésiste réanimateur, tout à fait. Et dernière chose, le dossier d'anesthésie est un élément obligatoire du dossier médical. Le dossier jaune, c'est partout, c'est comme ça, et ça fait partie du dossier médical. C'est obligatoire. D'accord. Quels sont les buts de la consulte? Ça veut dire qu'un interne ne peut pas faire de consulte. Alors, je n'ai pas relu le décret récemment. En pratique, ils les font. Surtout les consultations en urgence. Il faut que ce soit un médecin anesthésiste réanimateur apte à faire... voilà. Après, je ne crois pas qu'il soit forcément thésé. Notamment quand les internes vont faire des remplacements, c'est les internes qui font les consultations d'anesthésie, ça pose du problème à personne. Alors après, est-ce qu'on est hors la loi? Je ne sais pas. Mais voilà. Mais bon, la consultation d'anesthésie par l'interne de premier semestre qui est à J2, l'internat, c'est un peu bête. Parce que, effectivement, on va voir dans la question d'après tous les buts de la consultation d'anesthésie, ça nécessite d'avoir déjà un certain bagage pour à peu près appréhender le malade. Moi, je me sentirais très mal de faire une consultation d'anesthésie pour un malade de neurochir. Par exemple, je n'ai jamais fait la neurochir, à part en réanimation, mais pas au bloc. Je ne sais pas trop comment on fait, quoi. Alors, quels sont les buts de la consultation d'anesthésie? Les buts, c'est d'éliminer les contre-indications à l'anesthésie. Éliminer les contre-indications à l'anesthésie. Donc, éliminer éventuellement une contre-indication à l'AG, donc une allergie, une intubation difficile, oui. Des problèmes cardiaques, troubles du rythme, hypertension majeure. Voilà. Et j'ai intubation difficile, donc voilà. Et c'est tout. Et on fait 11 ans et demi d'études pour ça. Non, je te charrie. Tout ce que tu dis, c'est vrai, on va le rechercher, mais il manque quand même pas mal de choses. Alors, et puis en plus, c'est un peu ouvert le sac, et puis après... Bon. Alors, la première chose,
Et en fait, la consultation d'anesthésie, ça se passe comme une observation médicale lambda. Hein. La première chose, c'est effectivement, on va regarder tous les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient. Et dans ces antécédents, on va prendre ceux qui nous intéressent et qui peuvent avoir un retentissement avec la procédure anesthésique. La question d'avant. Ah, mais ce n'est pas une modalité réglementaire. Réglementaire, c'est-à-dire la loi. Bon. Si c'était développé dans la question d'avant, tu aurais probablement eu les points si c'était bien amené quand même. Donc, recueillir l'antécédent, l'ensemble des antécédents médico-chirurgicaux, toute pathologie, les comorbidités, les facteurs de risque cardiovasculaire. D'accord, première chose. 2, récupérer son traitement. Analyser ce qu'il y a sur l'ordonnance, regarder ce qu'on va continuer, regarder ce qu'on va arrêter. Oui, mais la question d'après, je vous demandais, dans le cadre de 7 malades. Là, on est dans le cadre général. 3, de recueillir, et ça je crois que tu l'as dit, comment se sont passées les précédentes anesthésies, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'intubation difficile, d'allergie à des produits utilisés, et comment elles se sont passées. Est-ce qu'il y a eu des vomissements importants au réveil, etc. etc. Je ne sais plus si on est à 4 ou 5. On fait quand même un examen physique du malade, on va le sculpter, le regarder, l'examiner, pour quand même vérifier s'il y a un certain nombre d'anomalies d'organes, est-ce qu'on détecte un souffle, est-ce qu'on détecte une ACFA que personne n'avait jamais vue, etc., etc. Et puis rechercher les critères prédictifs d'intubation difficile à l'examen physique. Petit point suivant, on arrive à notre fameux bilan préopératoire. À l'issue de tout ça, décider du bilan préopératoire et les examens qui sont nécessaires, et pas balancer une sauce toute préconçue. On finit, je crois que tu l'as dit aussi, ou on l'a dit à la question d'avant, d'informer le malade sur les techniques anesthésiques et analgésiques. C'est bien d'informer sur ce qui va se passer au bloc, mais c'est aussi bien d'informer sur comment on va prendre en charge sa douleur après. Ça, c'est pleinement du rôle de l'anesthésiste. Et puis, dernière chose, si vous avez un malade qui va avoir une chirurgie qui risque d'être hémorragique, de l'informer sur la transfusion. Parce que ce n'est pas quand il est endormi que vous allez pouvoir le faire. Il faut le faire en amont. Monsieur, vous avez une chance d'être transfusé. Voilà le risque, l'inconvénient. On le fera si vous avez des questions. À la fin de tout ça, on classe le malade, ça c'est assez souvent fait quand même, on classe le malade, la plus fréquente des classifications, c'est la classification ASA, c'est la classification américaine du Collège d'anesthésie. En gros, ça va de 1 à 5. 1, c'est vous et moi, enfin pour la majorité d'entre vous. C'est un malade qui n'a pas de comorbidité et de problème, voilà. Et puis plus on monte, plus c'est grave. ASA 5, c'est un malade moribond, qui est mort dans les 10 minutes si vous ne l'intervenez pas. C'est par exemple un anévrisme de l'aorte rompu, c'est un ASA 5. Et puis tout entre, vous avez un panel. ASA 2, par exemple, c'est un malade qui a une comorbidité, mais qui ne met pas en jeu le pronostic vital. C'est par exemple une hypertension artérielle modérée ou un asthme bien contrôlé ou des choses comme ça. Voilà. Je vous l'ai rappelé dans le corrigé. Je vous ai également rappelé dans le corrigé, je vous ai remis le petit schéma. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des critères prédictifs d'intubation difficile. Ça, donc le nom à sauter, c'est ce qu'on appelle le score de mal-empathie. C'est quand on demande au malade d'ouvrir la bouche, de tirer la langue, et on regarde qu'est-ce qu'on voit. Et en gros, plus on va vers le stade élevé, et moins on voit la luette, et plus on a de chances que ce soit difficile de l'intuber. Mais il y a plein d'autres items qui sont du ressort du spécialiste, l'ouverture de bouche, l'affection cervicale, enfin il y a plein de choses, la distance thyromentonnière, etc. Alors, justement, oui. Alors, si on prescrit 48 heures avant le bilan pré-op, effectivement, on peut être coincé. Donc, c'est pour ça que 48 heures, c'est vraiment le strict minimum dans la réglementation. En pratique, on fait souvent plus. Alors, c'est bien pour les interventions banales, la hernie, le machin. S'il y a besoin de faire des examens complémentaires, on aime bien voir les malades une semaine avant, qu'ils en aient au labo. Nous, en général, dans ce cas-là, de toute façon, on travaille. Les labos faxent à l'hôpital les résultats et on les récupère et on les lit. On n'a pas besoin que le malade nous les amène le jour J. Mais c'est vrai que 48 heures avant, c'est vraiment court, quoi. Ouais. Surtout, alors, plus le malade va avoir une intervention lourde ou le malade a des comorbidités, et plus il faudra de temps. Hein, opérer, je sais pas quoi, moi, un tendon à ressaut d'un jeune homme de 30 ans sans antécédent, à la limite, oui, on le voit 48 heures avant, ça va. Opérer d'une chirurgie de l'aorte majeure, un malade coronarien et qui a 12 000 traitements antihypertenseurs et qui est diabétique, bon, bah là, 48 heures avant, clairement, c'est pas raisonnable. Il y a tellement de choses à faire avant que... Alors, la question suivante. Justement, dans le cas précis de cette malade, qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de son traitement médicamenteux? Je vous rappelais que cette dame prenait Triatec, Levothyrox, Zocor, si je me souviens bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces médicaments? Donc le lévothyrox, on peut le garder.
Oui, le Levothyrox, c'est même pas on peut, c'est on doit le Ouais, garder. on le garde. Le Zocor aussi. Ouais. Par contre, le Triatex, c'est un IEC et il vaut mieux l'arrêter. Donc on va l'arrêter et passer par un hypertenseur, je pense en IV, donc du Loxène, mais je suis pas sûre. Et on va prévoir une anticoagulation au décours de l'opération. Oui. Donc probablement du Lovenox. Alors après, je sais pas trop combien de temps, parce qu'elle a 74 ans et voilà. Classiquement, c'est jusqu'à ce qu'il y ait une reprise de déambulation efficace, le Lovenox. Bon, alors le Lovenox, très bonne idée. Le Lovenox, c'est pas dans le corrigé, parce que je pensais à autre chose quand je vous posais la question, mais oui, le Lovenox, c'est une bonne réponse. Alors, au niveau de ces médicaments, c'est ça. Le Triatec et les IEC en général, ou les ARA2, on les arrête 48 heures avant l'intervention. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui agissent sur le tonus vasomoteur, via l'inhibition de l'angiotensine. Et ce sont du coup des malades, quand on est obligé, alors quand c'est un contexte d'urgence qu'il arrive, il faut l'opérer tout de suite et qu'il a des IEC, on le voit très bien ce qui se passe. C'est des malades qui n'ont plus du tout de tonus vasomoteur. Et sachant que les médicaments de l'anesthésie déjà font une vasodilatation, ce sont des malades, ils ont des tensions qui tombent dans les chaussettes et c'est extrêmement difficile de remonter. Donc on arrête ces médicaments-là. Les autres médicaments antihypertenseurs, alors est-ce qu'on remplace par un autre? Ça dépend. Honnêtement, si c'est une HTA chronique modérée, elle va avoir 2 jours sans antihypertenseur, on peut peut-être simplement arrêter et reprendre après, hein, c'est pas ça qui va la tuer. Je vous rappelle qu'il faut quand même être exposé à l'hypertension pendant un certain nombre d'années pour faire des complications, donc 2 jours, bof. Si c'est quelqu'un qui a un traitement sévère, quadrithérapie et compagnie, à la limite, éventuellement, on arrêtera que les IEC dans le lot, donc peut-être qu'ils auront des chiffres un peu plus hauts, mais bon, c'est pareil, le problème n'est pas forcément dramatique. Si jamais on voit que c'est le gros souci ou le problème, oui, on peut reprendre par un antihypertenseur d'action courte. Donc les IEC on arrête, les diurétiques on a tendance à les arrêter quand même aussi pour un peu le même problème, l'hypovolémie. Et les bêta-bloquants par contre en général on les laisse. Quand ils sont donnés pour l'hypertension on a tendance à les laisser, s'ils sont donnés pour une prévention secondaire de coronaropathie là c'est sûr on les laisse. Et il manque quoi? Les inhibiteurs calciques on peut les laisser et ne pas les faire prendre par exemple juste la veille au soir et voilà, ça ne retentit pas tellement sur l'anesthésie après. Donc le Levothyrox, oui, bien sûr, c'est des hormones thyroïdiennes. Elle n'a pas de quoi faire des hormones thyroïdiennes, donc on les laisse. Elle peut même les prendre le matin de l'intervention dans un demi-verre d'eau, 2 heures avant l'intervention, ça ne pose pas de problème. Et le Zocor, les statines, on les laisse aussi en périopératoire. Parce qu'arrêter les statines, ça montre maintenant qu'il y a un certain nombre d'effets rebonds, parce que les statines, il y a l'effet sur le cholestérol, et puis il y a tous les autres effets des statines qu'on n'a pas encore complètement appréhendés, donc on les laisse. Oui? Est-ce qu'il faut augmenter la dose de Levothyrox? Non, ce n'est pas des corticoïdes et elle va pas être. Si elle était insuffisante surrénalienne avec du cortencil, oui, mais le Levothyrox, non. Ok, et donc le traitement, les médicaments qu'on peut prescrire, donc j'avais pas pensé au Lovenox, très bien. Sinon, après, moi, ce à quoi je pensais, c'était à la prémédication. Donc l'objectif de la prémédication, c'est que la malade elle soit correcte, elle passe une bonne nuit avant l'intervention, et ça c'est très important, parce que quand ils passent une bonne nuit, qu'ils arrivent reposés et détendus, on voit, ils ont besoin d'une quantité de produits anesthésiques bien moindre, les patients, et ils ont des réveils bien meilleurs. Donc l'objectif, c'est qu'ils soient bien détendus, qu'ils dorment la nuit d'avant. Donc en général, en France, on utilise beaucoup l'Atarax, l'hydroxyzine. C'est un médicament qui permet de faire somnoler quand même bien. C'est pas anxiolytique, mais on n'utilise plus tellement les benzodiazépines dans ce rôle-là. Et l'avantage de l'Atarax, c'est dénué de tout effet dépresseur, respiratoire ou cardiaque. Donc on peut donner au BPCO, à tout ce que vous voulez. La patiente est opérée sous anesthésie générale. Quelles sont les 3 classes médicamenteuses classiquement utilisées pour une induction d'anesthésie générale? Citez pour chacun un exemple. Donc d'abord un hypnotique, comme un hypnotique, le propofol, le propofol, un curare, je ne connais pas les noms, d'accord, et un morphinique. et un morphinique, oui. Donc un hypnotique, ça fait dormir, exemple propofol, d'accord. Alors vous aviez aussi au choix le thiopental, le pentotal, l'étomidate, et puis après en entretien, pas tellement pour l'induction, donc c'est pas à répondre ici, mais pour l'entretien, on utilise volontiers les gaz halogénés, on fait de l'anesthésie inhalatoire. Deuxième classe, un analgésique, et effectivement morphinique. Et là, la morphine, c'est pas assez puissant, on utilise des dérivés plus puissants que la morphine. Sufentanil, fentanyl, alfentanil, rémifentanil, si vous voulez. Et la troisième classe, c'est un myorelaxant de type curare. Et alors là, vous avez les choix, l'atracurium, le cisatracurium, l'index. Enfin voilà, il y en a une, vous en verrez dans le corrigé, je vous en ai combien? Je vous en ai cité 2, c'est les plus fréquemment utilisés. Retenez par exemple atracurium. Le curare, il a pour but, 1, de faciliter l'intubation, donc il est très souvent fait dans ce rôle-là. Et 2, si l'intervention après nécessite une importante relaxation musculaire, comme par exemple en chirurgie viscérale, ils sont entretenus. En
chirurgie orthopédique des fois aussi. Après, si c'est vous l'intubez pour un panari de la main, vous mettez un curare pour l'intubation et puis vous ne mettez pas après. Voilà, on peut même réfléchir parce que le temps qu'il fasse le truc et qu'il élimine. Mais voilà. Donc après, l'entretien dépend de la chirurgie. D'accord. Quel traitement antalgique prévoyez-vous pour le post-opératoire? Expliquez la prescription. Moi j'ai mis un morphinique. Oui, tout seul? Morphinique avec les préventions des effets secondaires, donc primpérant et laxatif. Oui. C'est tout. Et en fait, expliquez votre prescription. Moi j'ai mis une dose fixe à 4 heures après l'intervention, plus une interdose si douleur, en ayant fixé une dose maximum de morphine en titration sous-cutanée. D'accord. Alors là, en l'occurrence, en fait, la douleur post-opératoire, c'est un beau modèle parce que c'est expérimental, on fait mal aux gens forcément, donc c'est là où tout s'est développé, mais en gros, à quelques réserves près, quand même tout ce qui se passe pour la douleur post-opératoire peut être extrapolé à un malade qui a mal. Deuxième, je ne sais pas combien de encadré aujourd'hui. Maintenant, vous allez avoir un réflexe bulbo-bulbaire. Quand vous voyez dans un dossier qu'un malade a mal, vous pensez à mettre antalgique. Et tout ce qui est utilisé, je vous dis, dans le post-op peut être fait dans le médical. Alors, en pratique, non, on ne met pas qu'un seul médicament. Et c'était ça, l'expliquer. Toutes les tendances actuelles sont de faire ce qu'on appelle de l'analgésie multimodale. Analgésie multimodale, ça veut dire essayer de bloquer le message douloureux sur un maximum d'endroits sur son trajet. Au niveau du récepteur douloureux, au niveau de la moelle, au niveau du cerveau, au niveau des afférences inhibitrices, au niveau de partout où on veut. Pourquoi? Parce que comme ça vous permet d'utiliser des petites doses de plein de molécules qui vont être synergiques en agissant sur différents endroits. Comme c'est des petites doses, vous n'avez pas les effets secondaires, et ça marche aussi bien, voire mieux. C'est comme si vous voulez empêcher quelqu'un de rentrer chez vous, il vaut mieux avoir 3 verrous, même s'ils sont un peu petits, qu'un gros, parce qu'une fois qu'il a pété le 1 gros, il n'y en a plus. Pareil pour la douleur. Donc, si vous mettez une grosse dose de morphine, non seulement vous avez les effets secondaires de la morphine, parce que vous mettez des grosses doses, et si pour une raison ou une autre, la morphine ne marche pas, parce qu'il y a une intolérance, parce qu'elle vomit, parce que ce que vous voulez, que vous êtes obligé de diminuer, ou que la douleur arrive à court-circuiter par une autre voie, par un machin, vous êtes marron parce que vous aviez bloqué qu'à un seul endroit. Donc on fait l'analgésie multimodale, et c'est pas rare, la classique c'est 3, et c'est pas rare d'aller à 4, voire 5 médicaments contre la douleur. Alors, le post-op, en plus, c'est un cas typique, parce qu'on fait vraiment très mal aux gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va associer les médicaments de différents paliers. Donc on commence toujours par mettre un palier 1 hors contre-indication, bien sûr, le paracétamol, ça ne mange pas de pain, on met toujours du paracétamol aux gens. Bon, voilà pour le palier 1. On ajoute souvent un palier 2, voire même 2 paliers 2, et là vous avez le choix. Il y a un très bon analgésique qui s'appelle l'Acupan, le Nefopam, qui a des effets complètement différents de tous les autres. Vous pouvez rajouter également du Tramadol, un morphinique faible, mais qui a aussi des effets sérotoninergiques et qui agit par d'autres voies que la morphine. Et puis si tout ça ne suffit pas, vous avez le droit d'en mettre de la morphine en plus. Et tout ça n'est pas antagoniste, et tout ça augmente. Vous avez le droit même... Alors, ce que je vous ai mis en petit nota bene, il y a un très bon... Dans le contexte périopératoire, là j'entends, là on est plus dans le périopératoire, mais il y a aussi des très bons médicaments analgésiques dans le contexte périopératoire, c'est les anti-inflammatoires. Là on ne fera peut-être pas parce qu'elle a 74 ans, donc c'est un peu une contre-indication dans les patients âgés. Mais si c'est vous ou moi, et faire 2 jours d'anti-inflammatoires, ça n'aura aucun effet secondaire, et c'est très très bon. Là les anti-inflammatoires, eux, ils agissent vraiment au niveau de la douleur, en empêchant le phénomène d'auto-amplification et en réduisant l'œdème et l'inflammation du foyer. Donc là, ils agissent sur la naissance du message douloureux, là où tous les autres agissent sur la voie. Donc vous voyez, on essaye de bloquer à plein d'endroits. Excusez-moi. Oui. Dans beaucoup de bouquins, c'est vrai qu'ils disent de ne pas associer le palier 3 et 2. Donc pourquoi Alors ils disent de ne pas associer le palier 3 et 2 pour une simple et bonne raison, c'est que beaucoup de paliers 2 sont des morphiniques faibles, qui se comportent donc comme des morphiniques quand ils sont tout seuls, mais comme des agonistes antagonistes quand ils sont en présence de morphine. Parce qu'en fait, ils vont aussi se mettre sur les mêmes récepteurs. Donc si tu as 2 molécules qui vont se battre pour aller sur le même récepteur, tu risques de diminuer l'effet de la morphine seule. C'est si tu ne donnes pas diantalvic ou codéine plus morphine, par exemple. dans ceux-là que vous nous avez donnés, on pouvait les associer? On peut, l'Acupan on peut, il n'y a aucun problème, ça ne marche pas du tout pareil. Le Tramadol, c'est débattu, parce que le Tramadol a une action morphinique faible, mais il a aussi d'autres actions, notamment pour via la sérotonine et compagnie, et donc ça a d'autres voies aussi d'action que la morphine. Donc oui, moi j'associe Tramadol et morphine. Après, il faut que vous reteniez une fois pour toutes une prescription d'analgésique, et vous la ressortez partout. Je vous en ai mis une dans le corrigé, qui est celle que moi j'utilise volontiers. Donc le paracétamol, c'est 1 g x 3 à 4 par jour, en IVL, parce que je vous rappelle que dans le post-op immédiat, en général, les gens ne mangent pas tout de suite.
Ensuite, on peut rajouter donc le tramadol, c'est 100 mg x 4 par jour. Le néfopam, l'acupan, donc, ou c'est des ampoules de 20 mg, on peut aller jusqu'à 6 par jour. Et puis si tout ça ne suffit pas, avec un EVA qui est toujours importante et une fréquence respiratoire qui n'est pas trop basse, on fait une titration de morphine, et puis après de la morphine sous-cutanée. Voilà. Et puis si c'était un sujet plus jeune, on pourrait même encore rajouter des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et avec tout ça, on peut utiliser des petites doses. Souvent, il y a des malades, vous pouvez comme ça leur faire paracétamol, acupan, tramadol, AINS, et ils ne prennent pas de morphine. Et c'est pas mal pour éviter tous les effets secondaires de la morphine en termes de ralentissement du transit, de nausées, vomissements, de choses comme ça. C'est effectivement bien aussi de penser à prévenir les effets secondaires de la morphine comme tu l'as fait. Donc, alors le laxatif, je sais que ça traîne partout, mais ça c'est essentiellement pour les traitements chroniques. Quand tu as 48 heures de morphine, il ne faut pas exagérer, tu n'es pas en occlusion sur fécalome. Hein. Mais bon, c'est pas mal. Et le traitement antiémétique, oui. Et là, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça, c'est pareil, ça évitera. Parce que sur le récepteur mu, médulaire aussi, et elle va avoir comme action d'aller aussi. Et donc elle va aller titiller ces zones-là, et c'est comme ça que ça fait vomir de la morphine. Et il faut donc des médicaments qui vont, et autour de ces récepteurs mu sur ce plancher du quatrième ventricule, vous avez des récepteurs sérotoninergiques et des récepteurs dopaminergiques. Il faut donc des médicaments qui vont aller agir sur ces récepteurs-là pour calmer un peu tout ça. Il faut donc, des médicaments qui passent la barrière hémato-encéphalique, parce que si ça reste dans le sang, ça ne sert à rien, et le prampéran ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Et donc il faut ou des médicaments qui vont agir sur les récepteurs sérotoninergiques, et c'est les cétrons, Zofrène, tout ce que votre cétron préféré, ou des médicaments qui vont agir sur les récepteurs dopaminergiques, et là c'est les neuroleptiques, voilà, et on utilise à ce moment-là souvent le dropérildol, le droleptan. Voilà. Ça c'est le vomissement sous morphine. Après, tu peux vomir parce que tu as eu de l'anesthésie, parce que tu as mal, parce que tu as le ventre ouvert, parce que tu as plein de raisons. Mais si c'est la morphine qui fait vomir, le prampéran, ça marche dans 30% des cas, ça s'appelle l'effet placebo. Il y a plein de méta-analyses d'anesthésistes qui montrent ça.